Nous parlons Parashat Hashavua et nous allons en parler ce matin avec Alex Gutman. Alex, bonjour. Bonjour Olivier, comment ça va? Très très bien, merci d'être avec nous ce matin pour parler de Parashat Matot. On va aussi un peu parler de la yeshiva que vous représentez puisque vous êtes le représentant francophone de la yeshiva Elon Moré. Mais on va commencer par la Parashat Hashavua, Parashat Matot. Alors de quoi parle-t-on? Quels sont les sujets de cette parasha? La paracha de Matot, elle est sur le point de clôturer le livre de Bamidbar. Donc nous sommes dans la 40e année d'errance dans le désert. Ça a déjà commencé dans les dernières parachats que nous avons lues. Et là on approche vraiment de la fin. On va le voir dans un instant. Et les sujets principaux sont d'abord la réglementation de tout ce qui est de l'ordre des vœux, des nédarim, des choses de ce genre-là qu'on est susceptible de décider. Et ensuite, il y a la guerre avec Midian, qu'on va aussi préciser dans un instant. Donc, une des dernières guerres qu'on oublie souvent, enfin on l'oublie, on n'y porte pas toujours attention, mais Moïse a bel et bien diriger des combats et des guerres, même s'il n'est pas rentré en terre d'Israël. Donc ça, c'est la dernière guerre avant de rentrer en Eretz Israël En Eretz Israël, absolument. Et ensuite, il y a l'épisode très connu des tribus de Gad et de Réhouven, avec leur requête de rester pas en dehors d'Eretz Israël, mais en tout cas de ne pas rentrer, de s'installer. Ouais. Avec le reste du peuple d'Israël, sur la rive occidentale, comme on dit, du Jourdain. Et donc l'entrée en terre d'Israël se distingue déjà. Je le disais, les Hébreux ont déjà quelques combats à leur effectif. On découvre les premiers acte de bravoure pour un peuple qui était un peuple d'esclaves. Surtout que c'est une nouvelle génération, surtout. Exactement, c'est une nouvelle génération. Et tous ceux qui avaient 20 ans à la sortie d'Égypte... 60 maintenant. Voilà, non, et les hommes n'ont pas survécu, ont déjà été éliminés. Donc on voit aussi, et dans la paracha aussi, on voit après la guerre de Midian, la manière d'appréhender la guerre avec le butin, etc. Et donc, ils jouissent déjà de quelques conquêtes. On a déjà vu l'investiture de Yahushua, de Josué. On s'approche vraiment de la frontière de la terre promise. On sent que le paysage a déjà changé. On est c'est un nouveau peuple, pratiquement. Un nouveau peuple, déjà un nouveau dirigeant, pratiquement. Moshe Yahushua a déjà reçu l'investiture. Et donc, maintenant, et aussi le paysage. Et pourquoi je parle du paysage? Parce qu'on n'est plus dans le sable, on n'est plus dans les rances, on est passé par le Golan. On est passé maintenant dans la vallée du Jourdain, et si bien que les Bnei Gad et Bnei Rouven viennent avec une demande de Gad et Rouven avec une demande particulière. Et je rappelle que on est vraiment à ce qui devait être le dernier événement de la vie de Moshe. Juste rappeler le verset qui dit à propos de la guerre de Midian: Nekom nikmat bnei Israël me'et amidanim achar te'asef el amecha. Dieu dit à Moshe, à Moïse, exerce sur les Midianites la vengeance due aux enfants d'Israël, après quoi tu seras réuni à tes pères. Et donc on entend de là que c'est vraiment la dernière mission de Moshe, après laquelle il quittera ce monde. Alors ça, c'est presque le dernier épisode, changement de programme. Quand on pense que la terre d'Israël est à 2 pas, comme on a dit avant, que c'est le grand objectif, donc la promesse est Abraham, d'établir un peuple uni sur cette terre. Tout le monde veut y rentrer. Voilà, quand on suppose que cet objectif, donc, il est chose acquise, une fois de plus, nous nous trompons. Et tous ne sont pas encore prêts à embrasser cette mission. Donc, on parle bien sûr de ce qu'on a dit auparavant, les tribus de Gad et de Réhouven. Donc, la Torah nous informe que ces 2 tribus possédaient de très, très grands troupeaux. Le verset dit qu'ils avaient donc du troupeau Rav, Atsum, donc très, très important. Et lorsqu'ils virent le pays de Yahazer et de Gilad, donc au nord-est d'Israël, sur les Ever Yarden, la rive orientale du Jourdain, donc ils considèrent cette contrée comme très avantageuse pour eux avec leur bétail, si bien que donc ces tribus demandent à Moshe, le passouk dit, le verset, que ce territoire nous soit donné, ne nous fait pas passer le Jourdain. Une revendication. Comment ? Une revendication.
Une revendication, voilà. Et là, pour Moshe, c'est, on peut dire, la goutte qui fait déborder le vase. Alors, lorsqu'il demande cette requête avec cette revendication, comme vous avez dit, on ne sait pas vraiment les intentions qui accompagnent cette requête. Enfin, il la justifie à cause du bétail, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils avaient dans leur cœur lorsqu'elle a été exprimée. En tous les cas, quoi qu'il en soit, Moshe, sur le coup, l'a très mal pris. Et il leur dit, donc le verset dit quoi? Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici. Vous ne participerez pas à la conquête du pays, vous vous désistez du reste d'Israël. Ça, c'est la première réaction de Moshe. Et il ne s'arrête pas là, il sort les chefs d'accusation les plus sévères. Oui. Et je cite les versets. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël? Pas seulement vous-même, mais vous découragez les autres enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a donné Dieu. Ainsi firent vos pères, alors que je les envoyais de Kadesh Barnéa, les explorateurs, pour explorer ce pays. Ils découragèrent les enfants d'Israël de se rendre au pays que leur avait donné Hachem. Et Moshe de conclure, ce jour-là, la colère d'Hachem s'alluma contre le peuple d'Israël. Donc ce jour-là, la colère d'Hachem s'alluma, et ce jour-ci, c'est la colère de Moshe, à son tour maintenant, qui s'allume, comme dit le verset. C'est-à-dire que Moshe ne comprend pas pourquoi ces deux tribus ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. C'était le but en fait de toutes ces 40 ans dans le désert, de rentrer en Eretz Israël. Et quelques instants justement avant d'arriver à ce but, Gad et Réhouven décident de rester de l'autre côté de la rive. De rester de l'autre côté, donc d'abord c'est par rapport à l'objectif vers lequel tout le monde se destinait, la terre d'Israël, et par rapport aussi au peuple d'Israël, puisque l'essentiel de la sortie d'Égypte aussi, c'était de former un peuple uni et pas des esclaves, et qui soit vraiment avec un projet. La promesse d'Abraham, c'était d'avoir une descendance et qu'elle soit installée sur cette terre. Donc c'est tout le sujet qui là est mis de côté. Et donc Moshe voit ici le ressurgissement de la faute des explorateurs pratiquement, donc ce qui avait eu lieu le jour du 9 Av, ce mois de malheur que nous annoncerons d'ailleurs demain, pendant la prière du Shabbat. Ouais. On a appelé une Bechi à la Dorot, un pleur perpétuel. Et donc Moshe vraiment est pas désemparé, il s'emporte, il est très 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 violent dans ses propos par rapport au Néga devenir Rouven. On peut estimer que peut-être il s'emporte face à cette requête qui est justifiée dans leurs paroles par des considérations très matérielles. Alors, est-ce qu'ils ont une réponse à cette colère de Moshe, les tribus de Gad et Rouven? Alors justement, donc on voit que Moshe met l'accent sur la distance qu'ils prennent du reste du peuple d'Israël dans la conquête du pays. Et là-dessus, ils lui répondent: ne t'inquiète pas, nous prendrons part au combat, nous sommes avec vous, mais une fois que c'est terminé, nous reviendrons rejoindre nos familles qui seront installées ici. Donc si Moshe vraiment, on voit aussi par leur réponse que c'est bien ça de ça qu'il s'agit, que le problème était de se désister du sort d'Israël, et là-dessus il l'assure qu'ils seront avec le reste des tribus. Et Moshe leur fait donc ce qu'on appelle le tnaï, la condition de s'engager selon des clauses très très particulières, qui d'ailleurs sont la source dans Halacha des contrats avec des clauses particulières. Et là-dessus, il trouve la réponse. Et justement, il est de coutume de se pencher, de s'attarder sur les revendications de Gad et de Réhouven pour savoir quels enseignements on peut en tirer. Oui. Par rapport à ce qu'on a dit, la collectivité, les valeurs de fraternité et d'entraide qu'évoque Moshe. Mais je vous propose de nous concentrer plutôt sur le protagoniste, c'est-à-dire sur Moshe Rabbeinu. Ok. Parce qu'en général, on voit son comportement et on étudie, comme vous l'avez dit, la réponse, est-ce que ça a été accepté ou pas. Mais je vais m'attarder un peu sur la réaction vraiment à chaud de Moshe, qui est assez surprenante parce que c'est un ton extrêmement sévère, un comportement, et on a le droit de s'interroger sur cette colère foudroyante venant de l'homme qui est décrit dans la Torah comme le plus humble que la terre ait connu. On va le voir après dans la Sefer Devarim. D'autant plus que Moshe, il connaît déjà douloureusement bien ce qu'il arrive lorsqu'il s'emporte de trop, parce qu'on parle maintenant d'entrer en Eretz Israël. C'est justement de cette sorte qu'il s'est vu définitivement interdit d'entrer en terre promise lors de l'épisode du rocher. Il devait extraire de l'eau du rocher, il s'est emporté contre le peuple d'Israël à ce sujet, et c'est justement ça qui lui a interdit d'entrer définitivement en Eretz Israël. Et donc
il devrait avoir déjà l'expérience de ce risque. Mm-hmm. Alors on pourrait dire que justement, il n'a plus grand-chose à perdre, puisqu'il ne rentrera pas, donc il peut encore s'emporter, tout en sachant que ça peut être un risque pour l'entrée en terre d'Israël. Mais tout de même, Moshe... C'est surprenant quand même, cette réaction. Voilà, c'est le berger fidèle qui portait le peuple si longtemps. Alors, il peut être déçu de la revendication. Alors je suppose que vous avez une explication. Alors, c'est une explication que, à vrai dire, Olivier, j'ai entendu nulle part. C'est une intuition. C'est très bien. On va rester vraiment dans l'examen de la personne de Moshe. Et en fait, notre examen propre à nous-mêmes. Pourquoi il est si furieux. Et lorsque j'ai réfléchi à ça me rappelle un phénomène qui, je pense, peut être assez connu des auditeurs de Studio Kalita, enfin des Olim Chadashim en général. Vous savez, c'est lorsqu'un Olé Chadash, ou pas si Chadash que ça, vous discutez avec un Israélien natif et vous lui dites votre bonheur de vivre en Israël, l'accomplissement que cela représente. Et lui vous demande, presque abasourdi, comment tu as pu négliger la chance, l'opportunité de vivre à l'étranger, le rêve de tant d'Israéliens pour venir ici en Israël. C'est des choses qu'on entend souvent. Voilà, d'Israéliens n'ont qu'une seule aspiration, c'est de réussir à quitter le pays, de réussir à l'étranger. Encore Shabbat dernier, j'étais à table chez nous à la maison avec des amis israéliens de naissance. Mm-hmm. Et bon, on se connaissait, mais on fait un peu plus on a un peu plus connaissance. Et donc, j'explique que oui, j'ai grandi en France et ma femme, elle est née à New York. Alors, bien sûr, c'était le coup de gueule parce qu'ils disent quoi, mais c'est un rêve, etc. Et ils comprenaient pas. Enfin, ils comprenaient, ils sont sionistes, mais c'est un phénomène qu'on connaît. Okay. De la même manière. Et on pourrait dire que c'est puisque eux ne comprennent pas ce que nous ressentons, qu'on leur explique que c'est le rêve de toutes les générations, que nous-mêmes on est presque gênés de mériter ça et pas nos parents, nos grands-parents. Mais puisque eux ne comprennent pas, je dirais que c'est même le Olé qui ne comprend pas. Nous on ne comprend pas ces Vatikim, ces personnes ces Sabras, qui eux maîtrisent la langue depuis leur naissance, ils connaissent le pays, ils comprennent la mentalité, ils ont la famille à proximité, des amis d'enfance jusqu'à maintenant. Donc tout ce qu'un Olé Chadash pourrait espérer, dont ils rêvent, et eux, pour eux, ça n'a pas de valeur. Donc c'est plutôt révoltant. Et de la même manière aussi, je pense que souvent, ceux qui, comme moi, ont fait leur aliyah, enfin, en tout cas sont arrivés en Israël assez jeunes, tout à fait. Souvent, les Israéliens, ils me félicitent. Quel courage, quel défi tu relèves de venir tout seul en Israël. Je dis, quel courage. Au contraire, moi, d'autres Olim m'envient parce qu'eux sont venus avec leur famille, alors que moi, je suis arrivé après le bac, etc. avec un parcours, somme toute, à partir de 18 ans. Pour certaines personnes de faire... Voilà, donc moi, tandis que moi, c'était semblable aux Israéliens, sans attache, sans obligation. Et de la même manière que des Olim Chadashim pourraient envier ces Sabras, ces Israéliens de naissance, qui peut-être ne réalisent pas leur chance, des Olim aussi pourraient se demander si jamais j'avais voulu peut-être faire mes études en France, comment je pourrais négliger cela. Au contraire, j'ai une grande chance d'être ici. Souvent, on ne prend pas assez à cœur, on n'a pas assez d'estime pour ce qu'on mérite d'avoir, alors qu'on devrait dire merci à la providence de ce qu'on a reçu. Et je pense peut-être que c'est ce que Moshe ressent ici. Ouais. Arrivent les tribus de Gad et de Reuven, qui, eux, à la différence de Moshe, peuvent traverser le Jourdain, peuvent entrer en terre d'Israël, et ils ont ça entre les mains, ils ont ça à portée de main, à vue de nez, et ils préfèrent ne pas entrer en terre promise. Et là, Moshe, peut-être, a envie de leur crier, mais moi-même, j'ai pleuré, j'ai imploré Dieu, j'ai prié, j'ai fait appel à sa pitié pour qu'il me laisse juste, ne serait-ce même que fouler le sol d'Israël. Y pénétrer un moment. Certains commentateurs disent juste pour au moins faire les mitzvot même pas y habiter, mais au moins accomplir les mitzvot qui ont trait à la terre d'Israël. Je ne demande rien d'autre. Juste de voir ma mission accomplie aussi. De faire pénétrer le peuple d'Israël sur la terre. On peut comprendre dans ces cas-là la colère de Moshe qui s'explique justement par ce fait qu'il avait vraiment la volonté de rentrer en Israël et que Gad et Reuven, qui ont eux la possibilité, refusent de faire ce pas. Et on peut comprendre donc, d'après vous, cette colère de Moshe. Voilà, Moshe dit ce qui pour moi est un rêve
inaccessible, irréalisable, et pour vous une simple, je dirais, formalité, à courte échéance d'ailleurs. Et vous avez presque l'affront de balayer du dos de la main cette chance, et en plus de le dire à moi qui suis en position de tristesse et d'isolement face à l'interdiction de rentrer en terre d'Israël. Donc c'est une injustice peut-être. Je m'excuse peut-être pour cet examen assez terre à terre et très humain, psychologique de Moshe. Je pense que c'est aussi que ces grands personnages de la Torah sont des êtres humains et qu'on peut aussi réfléchir de cette manière. En tout cas, on va vous remercier de nous avoir donné cette explication, Alex Gutman. Je rappelle que vous êtes représentant francophone de la Yeshiva, Hélène Moret. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amen.